Bonjour et bienvenue sur la plateforme de e-learning Seco pour le TD numéro 2 d'analyse. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur cette partie à étudier les fonctions. Nous commençons par donner le schéma numérique que nous allons appliquer dans tous les cas lorsque on nous demande d'étudier une fonction. Donc, généralement, dans les exercices qui seront compliqués, on va te donner les étapes de ce que je vais donner maintenant, mais pour les exercices de fonctions les plus simples, on va te demander tout simplement d'étudier la fonction et tu vas devoir appliquer les étapes suivantes. Donc, pour étudier une fonction, on commence d'abord par regarder la fonction et la première étape, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction. Le domaine de définition de la fonction, c'est une partie de R. Et dans cette partie de R, tous les éléments qui sont dans cette partie ont une image par la fonction. Ça veut dire que si je prends une fonction, par exemple, f de x égale à 1 sur x, et que je veux trouver le domaine de définition, ça veut dire que je dois trouver la partie de R pour laquelle je peux trouver toutes les images par la fonction f. Je ne peux pas dire que le domaine de définition de cette fonction c'est R, parce que dans R, je ne peux pas calculer f de 0. f de 0 c'est 1 sur 0 et ça n'existe pas. Donc, le domaine de définition d'une fonction, par définition, c'est un ensemble, une partie de R. Une partie de R dans laquelle la fonction f peut trouver l'image de tout le monde. Par exemple, dans R privé de 0, voilà, dans R privé de 0, la fonction f de x, qui est la fonction inverse ci, peut trouver l'image de tout le monde. On peut calculer l'image de 2 qui est 1 demi, l'image de 3 qui est 1 tiers, l'image de 4 qui est 1 sur 4. Donc, c'est ainsi que tu procèdes pour trouver le domaine de définition. Quand tu auras les fonctions, tu cherches un ensemble qui est une partie de R et dans cet ensemble, la fonction f peut trouver l'image de tout le monde. C'est ça le domaine de définition d'une fonction. Donc, c'est la première étape à faire lorsque tu veux étudier une fonction. Tu trouves d'abord son domaine de définition. Ensuite, il faut calculer les limites au bon domaine de définition. Cette deuxième étape, nous allons la pratiquer tout à l'heure et tu verras comment ça se passe. Calculer les limites au bon du domaine de définition. Ça veut dire que si le domaine c'est peut-être moins l'infini plus l'infini, si le domaine c'est R et que disons la fonction 1 sur x carré plus 1, voilà, le domaine c'est R, il faut trouver les limites au bon de moins l'infini et de plus l'infini, c'est-à-dire trouver la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est ça la deuxième étape. La troisième étape, il faut étudier la continuité. Nous avons bien expliqué ce que c'est et nous avons déjà étudié la continuité au TD précédent. C'est quand est-ce qu'une fonction est continue, sur quel intervalle et en quel point est-ce que c'est continu. Et un petit rappel, une fonction est toujours continue sur un domaine de définition. Ça veut dire que si tu trouves un ensemble qui est le domaine de définition de la fonction, c'est que c'est déjà sûr que la fonction est continue sur cet ensemble-là. Ça veut dire que si tu trouves un ensemble et tu dis que c'est le domaine de définition, si la fonction n'est pas continue sur cet ensemble, c'est que c'est un problème. Donc, tu vas rentrer sur tes précédents pour regarder la définition de continuité. À cette étape, numéro 3, on étudie la continuité de la fonction. Généralement, on va le faire en une seule phrase. Nous allons le voir tout à l'heure. À l'étape 4, il faut calculer la dérivée. Bon, certains enseignants disent qu'il faut étudier la dérivabilité. Et bon, je rends ça plus simple en disant qu'il faut calculer la dérivée. Parce qu'à cette étape, c'est la dérivée qui est la chose la plus importante. On va seulement dire que f est dérivable comme quotient de fonction dérivable si c'est une fraction. F est dérivable par-ci, par-là, et ensuite on va calculer la dérivée, parce que c'est la dérivée qui va nous permettre de faire la cinquième étape. Et à la cinquième étape, nous avons le tableau de variation. Le tableau de variation nous permet d'avoir le sens de variation de la fonction. Le tableau de variation nous permet de voir les sommets de la fonction. Le tableau de variation nous permet de voir l'image des points, l'image même des racines de la dérivée. Voilà. Et donc, avec le tableau de variation, ça suffit, et puis on peut tracer la courbe. Et la sixième étape, c'est représenter le graphe de la fonction. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu suis toutes ces étapes-ci, on dit que tu as étudié la fonction. Si on te pose une seule question, étudier la fonction f de x égale, tu vas faire toutes les étapes-ci. Déterminer le domaine de définition, chercher les limites au bon du domaine de définition, étudier la continuité, calculer la dérivabilité et la dérivée, c'est-à-dire étudier la dérivabilité. Étape 5, faire le tableau de variation avec tous les résultats précédents que tu as déjà fait et représenter le graphe de la fonction. Nous allons faire un exemple et 2 ou 3 et tu pourras t'exercer pendant ce TD. Voilà. Au premier exercice, on demande de déterminer, d'étudier la fonction f de x égale à x exponentielle x. Déjà, la fonction qui a tout x associé x, c'est une fonction polynôme de degré 1. Et par définition, d'après le cours sur la continuité, les fonctions polynômes sont de classe C infinie. En mathématiques, lorsqu'on dit qu'une fonction de classe C infinie, ça veut dire qu'elle est infiniment dérivable. On peut la dériver autant de fois qu'on veut et il n'y aura jamais de conditions de dérivabilité, il n'y aura jamais de contrainte qui va apparaître. Bon, nous savons ce que veut dire contrainte, on a vu ça dans le TD précédent ou encore dans
Oui, dans le TD précédent, voilà. Donc, la fonction qui a tout x aussi, x c'est une fonction polynôme. D'après le cours, elle est infiniment dérivable. Et toute fonction qui est dérivable est continue. Donc, la dérivabilité entraîne la continuité. Mais l'inverse n'est pas vrai. Une fonction continue n'est pas forcément dérivable. Et comme la fonction polynôme est infiniment dérivable, elle est continue. Voilà. Et la fonction exponentielle x est infiniment dérivable. Et nous savons bien que la dérivée de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. Donc, si je dérive exponentielle x, ça donne encore exponentielle x. Pour dire que si je dérive n fois exponentielle x, j'aurai encore exponentielle x. Si je dérive infiniment exponentielle x, ça va encore donner exponentielle x. La fonction exponentielle x est infiniment dérivable. Donc, la fonction f de x est totalement dérivable sur tout R. On peut trouver la dérivée de f en tout point. Hein, le nombre dérivé. Vous vous rappelez de la formule de limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Là, c'est le nombre dérivé de la fonction f en x0. Et x0 appartient à R. Donc, et comme on peut calculer le nombre dérivé de la fonction f en n'importe quel x0, à n'importe quel x0 de R, on dit que la fonction exponentielle x est infiniment dérivable également comme la fonction polynôme de tout à l'heure. Donc, la fonction f de x proposée par l'exercice est infiniment dérivable comme produit de fonction infiniment dérivable. Et il n'y a aucune contrainte. Vous voyez bien que la fonction existe en toutes circonstances. Même si tu remplaces x par n'importe quoi dans R, on pourra toujours trouver l'image de x par f. Conclusion, le domaine de définition, c'est R égale à moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc voilà la première étape. Vous voyez bien comment j'ai procédé pour trouver le domaine de définition. On regarde d'abord quand la fonction est un produit de fonctions. Le domaine de définition, c'est l'intersection des fonctions qui donnent la fonction. Par exemple, si f égale à g fois h, tu trouves d'abord le domaine de définition de g, ensuite le domaine de définition de h, et tu fais l'intersection des deux parce que tu ne peux pas prendre le plus grand domaine. Hein. Si tu prends le domaine, par exemple, si la fonction c'est x ln de x, le domaine de définition de la fonction x, si c'est évidemment R, parce que c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes, d'après le cours précédent, sont infiniment dérivables. Et la fonction ln de x, la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait les contraintes, non? Ln de x existe lorsque x est strictement supérieur à 0. On ne peut calculer le logarithme que des éléments qui sont positifs dans R. Ça veut dire que le domaine de définition de ln de x, c'est 0 plus l'infini. Et donc, tu ne peux donc pas dire que le domaine de définition de f ici, c'est R, parce que c'est vrai que je peux calculer l'image de n'importe quel nombre par la fonction x. Déjà, c'est la fonction identité. Maintenant, pour ln de x, si je veux calculer ln de moins 1, ça ne marche pas. Ln de moins 2, ça ne marche pas. Donc, le domaine de définition de la fonction f sera l'intersection, c'est-à-dire R inter 0 plus infini, qui va donner 0 plus infini. Voilà, je pense que tu as compris pour le domaine de définition des fonctions produits. C'est une parenthèse, on revient. Et donc, la première étape est déjà faite. On a déterminé le domaine de définition de la fonction. Il faut chercher les limites aux bornes du domaine de définition de la fonction. Voilà, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, la limite de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et oui, exponentielle moins l'infini, c'est 0 par convention. Et la fonction exponentielle qui croît plus vite que la fonction polynôme, c'est normal lorsque x tend vers un tout petit, que exponentielle tende vers 0. À la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Ceci, on le voit par croissance comparée également. La fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme. Et ici, il n'y a même pas question de rapport. Hein. Il n'y a pas question de rapport. X tend vers plus infini. Exponentielle plus infini, c'est encore plus infini. Plus infini fois plus infini, c'est plus infini. Et donc, la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Voilà. Donc, tu as vu comment on a calculé les limites et on aura le temps de refaire cet exercice avec une autre fonction. Étape 3, il faut étudier la continuité. Voilà, j'ai tout simplement dit f est continu par définition, mais il faut voir que f est le produit de x et de exponentielle x. Tout à l'heure, j'ai dit que x appartenait à c infini sur R. Cette expression signifie que x est infiniment dérivable sur R. De même pour exponentielle x, qui est aussi c infini sur R. Toute fonction infiniment dérivable est infiniment continue. Et bon, j'aurais pu mettre que x appartient à C1, hein, ça suffisait. Une fonction qui est une fois dérivable et continue. Donc, si je voulais parler de la dérivée de f, avant que j'aurais pu préciser que la dérivée de f est C2, bon, là aussi on aura le temps de le voir dans le cours, mais f de x égale à x exponentielle x est un produit de fonctions dérivables.
et toute fonction dérivable est continue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, f est continu comme produit de fonctions continues. Donc, si je prends deux fonctions continues, d'après le cours sur l'analyse précédente et dans les précédents, un produit de fonctions continues est continu, on l'a démontré en cherchant le epsilon, le alpha epsilon. Donc, f est continu par définition. Et on pourrait même bien le chercher ce alpha epsilon ici. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Hein. Quand on est en train d'étudier la fonction, on ne va pas chercher alpha epsilon. On regarde seulement si les fonctions sont continues, là, et puis on dit qu'elles sont continues. Et on dit pourquoi est-ce qu'on pense que c'est continu, c'est tout. On ne va pas chercher alpha epsilon. À l'étape numéro 4, il faut calculer la dérivée de f. Et avant de calculer la dérivée, il faut d'abord dire si f est dérivable et dans quel cas est-ce que f est dérivable. Voilà. Et dans le cas si, comme je l'ai dit depuis le départ, la fonction f de x égale x exponentielle x est infiniment dérivable comme produit de fonction infiniment dérivable sur R. C'est pourquoi j'ai écrit f appartient à c infini sur R. Cette écriture, il faut t'habituer à ça. Pour les fonctions infiniment dérivables, ça te permet aussi de ne pas trop écrire. Comme produit de fonction de classe c infini sur R. Une fonction de classe c infini sur R, c'est une fonction qui est infiniment dérivable. C'est-à-dire qu'on peut trouver f'. Après avoir trouvé f', on peut dériver encore f' pour trouver f second, sans problème. Voilà, c'est ce que ça veut dire infiniment dérivable. Et on a pour tout x dans R, f' de x. Vous voyez bien la phrase que j'ai utilisée pour introduire la dérivée. Cette phrase-ci démontre à l'enseignant que j'ai étudié la dérivabilité. Voilà. Ensuite, f' de x égale à la dérivée de x exponentielle x, qui vaut bien, ça c'est la dérivée d'une fonction produit, f' fois g plus g' fois f. Ça donne l'exponentielle x plus x exponentielle x, qui va donner, en factorisant par exponentielle x1 plus x exponentielle moins x. Et bon, comme il faut chercher aussi les racines de la dérivée, je n'ai pas précisé cela dans cette étape. Pour dresser ce tableau de variation, il faut connaître les racines de la dérivée et l'image de ces racines par f. Donc ça c'est une partie un peu intéressante. f' de x égale à 0 signifie que tout ceci est égal à 0, mais la fonction exponentielle est strictement supérieure à 0. On ne peut jamais avoir exponentielle de x égale à 0, c'est impossible. Exponentielle x est toujours strictement supérieure à 0. Donc, si j'ai 1 plus x fois exponentielle moins x qui donne 0, c'est que forcément c'est 1 plus x qui est nul. On comprend ça, non? Lorsque j'ai le produit de nombres a et b, si a fois b égale à 0, a fois b égale à 0, et on sait bien que a est strictement différent de 0, c'est que forcément c'est b qui est nul. Voilà, c'est pourquoi tu vois seulement 1 plus x égale à 0. Tu aurais pu voir 1 plus x égale à 0 ou exponentielle moins x égale à 0, mais c'est pas mathématique d'écrire ça, parce que exponentielle moins x ne peut jamais s'annuler. Voilà. Donc 1 plus x égale à 0 implique x égale à moins 1. Et pour tracer le tableau de variation, il faut connaître l'image de moins 1 par f, je l'ai dit. On trouve les racines de la dérivée et on calcule l'image par f. Parce que les racines de la dérivée et leur image donnent les sommets de la fonction. Les sommets. Tu vas comprendre tout à l'heure qu'on va tracer la courbe. Et donc, le tableau de variation, la racine de la dérivée est unique ici. On a x égale à moins 1. Vous voyez bien f de moins 1. On remplace tout simplement x par moins 1. Ça fait moins exponentielle moins 1. C'est ce que j'écris là. Et ça donne... Après avoir trouvé la racine de la dérivée, moins 1, on a trouvé son image. Moins 1 sur e. Je rappelle que le point moins 1 sur e sera un sommet dans notre courbe. On fait comment pour tracer le tableau de variation? On met x là, et ici, c'est le domaine de définition de f. Vous voyez bien que la racine de la dérivée est un élément du domaine de définition. On met toutes les racines de la dérivée entre la borne la plus petite et la borne la plus grande du domaine de définition. On les classe par ordre croissant. Ça veut dire que si j'avais 4 racines de la dérivée, je devais regarder qui est le plus petit, ensuite qui est le plus petit de ceux qui restent, et etc. Toutes les classer ici en mettant les tirets avec les ronds comme ça. Donc si j'avais aussi un autre x ici qui est un a qui est solution, je devais mettre là comme ça, mettre encore ça. Ce petit rond signifie seulement que la dérivée f'6 s'annule en a. Donc quand vous voyez seulement moins 1 avec le rond, ça signifie que la dérivée a une seule des racines dans le domaine moins l'infini plus l'infini et que cette racine évidemment est une racine, ça annule la dérivée. Signe contraire avant la racine, signe de a après la racine. Oui, sur moins l'infini moins 1, la dérivée est négative et sur moins 1 plus l'infini, la dérivée est positive. Tu fais comment? Je te donne une technique pour ne jamais rater ça. Quand tu calcules les limites, avant de mettre les signes qui sont ici en haut, parce qu'il peut y avoir plusieurs cadres et tu t'embrouilles, quand tu calcules les limites, il faut regarder qui est plus grand.
0, entre 0 et moins 1 sur e, qui est plus grand? Tout nombre négatif est d'abord plus petit que 0. Ce qui fait que la fonction sera donc décroissante dans ce sens. Et quand ça décroît, tu sais déjà que c'est moins ici en haut. Et ici, la limite, quand x tendait vers plus infini, tu dois donner plus infini. F de moins 1 a donné moins 1 sur e, qui est évidemment plus petit que ce qui est infiniment positif. Donc, ça veut dire que la fonction est croissante ici et ici, c'est plus. Donc, tu as deux méthodes pour te mettre, pour remplir. Soit tu remplis d'abord ici avant de mettre là, soit tu remplis là avant de mettre ici. Et je te dis déjà, remplis le bas avant de remplir le haut est plus sûr. En supposant que tu es toujours sûr que tu as trouvé la limite, bien sûr. Parce que si tu rates la limite, ça devient zaï. Voilà. Donc, voilà le tableau de variation défini comme ça, qui va nous permettre de tracer la courbe. Et aussi, tout à l'heure, on a remarqué qu'à la limite de f de x, quand x tendait vers moins l'infini, il a donné 0. C'est pourquoi on étudie les branches paraboliques. Limite de f de x quand x tend vers plus infini a donné limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini, qui va donner exponentielle plus infini qui est plus infini. Tu vois bien que x sur x, on simplifie là par x, et il reste exponentielle x quand on remplace x par plus infini. Ça fait bien exponentielle plus infini. La conclusion, c'est que la droite x égale à 0 est branche parabolique. La courbe a une branche parabolique de direction la droite d'équation x égale à 0, c'est-à-dire la droite des y. Voilà. Avant de passer au tracé de la courbe, je vais donner un petit rappel sur les asymptotes. Comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a asymptote lorsque tu es en train d'étudier la courbe? Et quel type d'asymptote? Puisqu'il y en a trois: les asymptotes verticaux, asymptotes horizontales, les asymptotes obliques et les branches paraboliques. Voilà. Quand on dit branche parabolique, c'est vrai, ce n'est pas vraiment une asymptote, mais c'est une conséquence de certaines limites. Voilà. Lorsque tu calcules la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et ça donne un nombre entier a. On suppose que a est positif ou négatif. Alors, tu conclus que la droite d'équation f de x égale à a, c'est-à-dire y égale à a. Y égale à a, c'est une droite qui passe comme ça, non? C'est une droite qui passe comme ça. Tu conclus que la droite d'équation y égale à a est asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Ça, il faut bien retenir ce que je dis. J'ai dit, quand tu calcules la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, j'ai écrit là plus ou moins parce que je vais passer aux deux cas. Si x tend vers plus l'infini et f de x tend vers un nombre entier a fixe, alors la droite d'équation f de x égale à a ou encore y égale à a est asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus l'infini. Si tu calcules plutôt la limite à moins l'infini et ça te donne un nombre a, la droite d'équation y égale à a est toujours asymptote horizontale, mais maintenant au voisinage de moins l'infini. Donc tu vas comprendre la différence. Quand on dit voisinage de plus l'infini, ça veut dire que la courbe, quand tu vas tracer la droite horizontalement comme ça, l'asymptote va venir vers un truc comme ça, si c'est au voisin de moins l'infini, ou bien comme ça, si c'est au voisin de plus l'infini, ou bien comme ça. Donc, c'est ça la différence entre voisinage de plus l'infini et voisinage de moins l'infini. Si la limite de f de x quand x tend vers a donne plus l'infini, là, on va dire que la droite d'équation x égale à a est asymptote verticale au voisinage de la réponse, au voisinage de plus l'infini. Tu vois bien la tendance, non? Si f de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers a, c'est la droite d'équation x égale à a qui est asymptote. Donc, tu comprends bien que la droite d'équation, le réel, la droite qui donne le réel, c'est la droite-là qui est l'asymptote. Par exemple, pour les images, limite de f de x, quand f de x tend vers a, c'est f de x égale à a qui était l'asymptote. Tu vois bien y égale à a. Ici, quand x tend vers a et f de x vers l'infini, c'est x égale à a qui est l'asymptote. Et réciproquement, si la limite de f de x quand x tend vers a donnait moins l'infini, la droite d'équation x égale à a devait être asymptote verticale, mais plutôt au voisinage de moins l'infini. Voilà, et si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini, on fait comment? On étudie les branches paraboliques. On a vu ça en terminale. Étudier les branches paraboliques, c'est calculer tout simplement la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Voilà. Et puis, si cette limite donne un nombre, alors il y a asymptote oblique, non? Il y a asymptote oblique. Voilà, bon, passons. Revenons à notre courbe. On avait tout à l'heure limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Conclusion, la droite d'équation f de x égale à 0 est asymptote horizontale, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale. Y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. C'est pourquoi tu vois ici la courbe qui commence loin au voisinage de moins l'infini avant de commencer à descendre pour venir sur le premier sommet. Et je t'ai bien précisé tout à l'heure que dans le tableau de variation, l'image de moins 1
hein, le point de coordonnées moins 1 sur E qui est déjà noté là est le seul sommet de la courbe. C'est pourquoi en voyant là, hein, en voyant ici, tu vois bien que c'est un sommet, non? On note le sommet comme ça, quand on fait la courbe, on met les flèches. On met les flèches de deux sens. Donc on quitte loin de moins l'infini et on descend. Voilà, mais ensuite tu vois comment la courbe passe par 0. Tu aurais pu me demander pourquoi est-ce que la courbe touche l'origine, pourquoi est-ce que la courbe touche l'arc des abscisses. Voilà, quand tu es en train d'étudier la courbe, il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il faut vérifier si la courbe touche l'arc des abscisses ou bien si elle touche l'arc des ordonnées. Pour savoir si la courbe touche l'arc des abscisses, tu résous l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0, c'est évidemment pour voir les points qui sont sur la courbe, mais qui ont une ordonnée nulle, c'est-à-dire les points A de coordonnées x, 0. C'est ça, non? F de x égale à 0, c'est bien ça. Et ça va donner les points qui sont comme ça, c'est-à-dire les points qui sont sur l'arc des abscisses et par lesquels la courbe passe. Retiens bien ce que je dis. Lorsque tu as fait le tableau de variation, le tableau de variation ne te donne pas les points qui touchent la courbe. Les points par lesquels la courbe passe sur l'arc des abscisses, ni les points par lesquels la courbe passe sur l'arc des ordonnées. Ça veut dire que si tu veux savoir si la courbe touche l'arc des abscisses, tu ne vas pas seulement mettre les sommets et les asymptotes et t'arrêter là, non. Tu dois relier et faire que la courbe passe par des chemins et touche l'arc des abscisses et l'arc des ordonnées. Pour savoir si elle touche l'arc des abscisses, tu résous f de x égale à 0. Et ensuite, si tu veux savoir si elle touche l'arc des ordonnées, tu calcules f de 0. C'est f de 0 que tu calcules. Si f de 0 te donne un nombre, peu importe sa valeur, alors tu verras que, par exemple ici, f de 0, c'est 0. Ça veut dire que la courbe touche l'arc des ordonnées en 0, 0. F de x égale à 0, ça veut dire que x exponentielle x égale à 0. Tout à l'heure, on a conclu ensemble que exponentielle x est toujours supérieur à 0, peu importe la valeur de x. Donc, ça veut dire que x exponentielle x égale à 0 implique que c'est seulement x qui est 0. Voilà. Donc, la courbe touche l'arc des abscisses en 0. Donc, f de 0 égale à 0, c'est 0, 0. La courbe touche un seul point des deux repères qui est l'origine. C'est pourquoi on quitte de l'asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini, d'après le calcul de cette limite, moins l'infini, asymptote horizontale parce que f de x égale à 0, qui est l'axe des abscisses, on quitte de moins l'infini, on passe directement par le sommet. Et le sommet est de ce côté, pourquoi? Parce que tous les deux coordonnées du sommet sont négatives, moins 1 et moins 1 sur E. Voilà, c'est négatif, c'est pourquoi tu vois tout le point est de ce côté. Ça aurait pu être ici si y était positif ou bien ailleurs. Et donc, je ne sais pas pour dire que tu vas retenir que le sommet de toute courbe est comme ça, non. Lorsque tu mets le sommet, tu regardes bien la valeur des coordonnées. Voilà. Et donc, ça quitte de moins l'infini, ça passe directement par le sommet. Et ensuite, ça passe par le point 0, 0. Tu as compris comment est-ce qu'on détermine le point 0, 0. Et ensuite, la courbe commence à monter là. Quand elle commence à monter en direction de l'axe des ordonnées, sans s'arrêter, tu peux te demander pourquoi est-ce que c'est le cas. On a calculé la branche parabolique, limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini, parce que tout à l'heure, dans le calcul de nos limites, la limite de f de x quand x tendait vers plus infini, donnait plus infini. Et d'après ce que j'ai dit dans le rappel du cours sur les limites, lorsque la limite de f de x quand x tend vers plus infini donne plus infini, on étudie les branches paraboliques. Et si la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini donne encore plus infini, donne un nombre, par exemple, comme tout à l'heure, la limite de f de x sur x a donné 0. Alors, c'est qu'il y a branche parabolique. Et donc, quand tu vois là, exponentielle plus infini, plus infini, c'est pourquoi en direction de l'axe des ordonnées, en direction de plus infini, il y a branche parabolique. Si c'était moins l'infini, cette courbe ne devait pas exister. Cette partie ne devait pas exister, ça devait plutôt être quelque chose comme ça, en direction de moins l'infini. Parce que la limite de f de x sur x a donné moins l'infini. Donc, la notion de voisinage est très intéressante. Pour savoir, si tu confonds donc, ta limite donne moins l'infini là-bas, ta courbe ne va même pas ressembler à la courbe de la correction. Donc, il faut bien regarder quand on fait la limite de f de x sur x pour voir le voisinage de la branche parabolique. La branche parabolique peut être au voisinage de la droite des ordonnées comme au voisinage de l'infini de la droite des abscisses. Voilà, donc je pense que maintenant tu peux tracer n'importe quelle courbe en suivant les étapes que j'ai données, en rappelant que tu commences par le domaine de définition, ensuite la limite et après la dérivée, la continuité, le tableau de variation, ensuite le sens de variation et ensuite tu regardes si la courbe passe par l'arc des abscisses en calculant f de x égale à 0 pour trouver les valeurs de x
par lesquels la courbe va passer sur des abscisses. Ensuite, tu calcules f de 0 pour voir si la courbe touche à des ordonnées. Et tu traces la courbe en plaçant les sommets. Tu regardes aussi les limites pour voir s'il y a asymptote en utilisant les méthodes que j'ai prescrites. Voilà. Nous passons à un autre